Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. L'armée congolaise fait le bilan de son offensive contre les rebelles ADF. Plus de 20 ont été tués en 10 jours. Une chef limogée, un procureur qui démissionne. Ça chamboule dans l'administration judiciaire au Soudan. Les précisions dans un instant. Sorti du tribunal ce lundi, Jacob Zuma était avec ses partisans. L'ancien président sud-africain est allé les galvaniser. À toutes et à tous, bonsoir. Heureux de vous retrouver à ce journal. Au Soudan, les autorités de transition ont limogé la chef du système judiciaire et accepté la démission du procureur général. Les deux responsables avaient été nommés en octobre 2019 à la suite d'un soulèvement populaire qui avait abouti à la chute du président Omar el-Béchir en avril de la même année. Reportage. Le Conseil de souveraineté a démis Nimat Abdullah Mohamed Ker de ses fonctions en tant que chef du système judiciaire. Cet organe chargé de mener la transition politique du Soudan a également accepté la démission de Taj El-Sir Al-Ebre de son poste de procureur général. Dans un communiqué publié tard ce lundi soir, le Conseil de souveraineté a aussi souligné que le procureur avait déjà soumis sa démission à plusieurs reprises. Les deux responsables avaient été nommés en octobre 2019 à la suite d'un soulèvement populaire qui avait abouti à la chute du président Omar el-Béchir en avril de la même année. Nimat Abdullah Mohamed Ker est la première femme à avoir occupé le poste de chef du système judiciaire. Le procureur démissionnaire a lui supervisé des enquêtes sur des violations des droits humains commises durant le règne d'Omar el-Béchir ainsi que sur le coup d'État de 1989 qu'il avait porté au pouvoir. Samedi, l'armée soudanaise a annoncé lui avoir remis les résultats d'une enquête sur le meurtre la semaine dernière de deux manifestants lors d'un rassemblement réclamant justice pour les victimes de la répression sanglante en juin 2019 d'un sit-in organisé par le mouvement de contestation populaire. Le limogeage et la démission des deux responsables survient une semaine après une manifestation réclamant justice pour les victimes d'un sit-in réprimé dans le sang en 2019. Dans l'est de la République démocratique du Congo, plus de 20 présumés rebelles ADF ont été tués en 10 jours. C'est du moins ce qu'a affirmé l'armée congolaise. L'armée congolaise a annoncé avoir tué 22 membres du groupe armé d'origine ougandaise, Forces démocratiques alliées ADF, depuis l'instauration de l'état de siège il y a une dizaine de jours dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Du 6 au 15 mai, nous avons tué 22 membres des ADF sur l'ensemble de notre zone opérationnelle et récupéré 8 armes AK-47, a déclaré le lieutenant Anthony Moualou-Chahi, porte-parole de l'armée dans la région de Béni, dans la province du Nord Kivu. Il a aussi indiqué que pendant la même période, l'armée a également arrêté plus de 60 collaborateurs des ADF, des Congolais et une dizaine d'étrangers, des Ougandais notamment. Les ADF sont historiquement des rebelles musulmans ougandais qui ont fait souche en République démocratique du Congo où ils se sont installés en 1995. Ils sont de loin le plus meurtrier des 122 groupes armés recensés dans l'Est congolais. Ces 18 derniers mois, ils sont accusés du massacre de plus de 1000 civils dans la région de Béni. Le 6 mai dernier, le président congolais Félix Tshisekedi a placé les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous le régime de l'état de siège pour tenter de mettre fin au massacre des civils par des présumés ADF notamment. Prévu pour une durée de 30 jours mais reconductible, cette mesure exceptionnelle semble être accueillie plutôt positivement par la population.
À l'occasion de la célébration de la fête des forces armées ce lundi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a exprimé à l'armée et aux troupes sur le terrain le soutien de la nation tout entière. Votre sacrifice n'est pas vain, la nation vous restera à jamais reconnaissant, a-t-il lancé. Jacob Zuma s'est adressé à ses partisans ce lundi à sa sortie du tribunal. L'ancien président sud-africain, poursuivi dans une affaire de corruption, est allé galvaniser une foule qui s'était amassée pour le soutenir. Il a reçu à l'occasion le soutien de plusieurs cadres de l'ANC. Il y a ceux qui vont me maudire avec toutes sortes de jurons. Nous l'entendrons de nous-mêmes au cours de la procédure judiciaire. Mais ce sont les mêmes personnes qui poursuivent dans cette affaire. Je ne quitterai jamais l'ANC, camarades. Je ne serai jamais banni de l'ANC. Personne, et répétez-le après moi, camarades, personne ne peut destituer le secrétaire général du Congrès national africain, sauf les membres de l'ANC. En fait, je dois être très clair, camarades. Qu'à mon avis, les organes de l'État sont en train d'être utilisés pour persécuter les opposants politiques. On abuse des organes de l'État pour régler des comptes avec les opposants politiques. Camarades, je peux dire cela à tout moment de la journée. Plus de 30 manifestants du Hirak arrêtés en Algérie ont été condamnés à des peines de prison ferme. Le pouvoir durcit la répression afin de briser le mouvement de contestation avant la prochaine échéance électorale. En Algérie, 31 personnes, 23 à Sétif et 8 à Bab El Oued à Alger, ont été jugées et condamnées à des peines allant de 1 an à 18 mois de prison ferme après leur arrestation vendredi selon le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Les manifestants de Sétif ont été accusés d'incitation à attroupement non armé et de non-respect des mesures administratives liées au confinement sanitaire. 13 autres manifestants arrêtés vendredi ont été incarcérés dans l'attente de leur procès qui a été remis à une date ultérieure. Au total, 44 manifestants ont été placés sous mandat de dépôt. Par ailleurs, la garde à vue abusive de la journaliste Kenza Kato a été à nouveau prolongée de 24 heures, ont indiqué ses avocats. Elle a subi des violences lors de son interpellation. Dans un communiqué, le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York, a exhorté les autorités à libérer immédiatement et sans condition la journaliste et à laisser les journalistes faire leur travail sans crainte d'être jetés en prison. Pour le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, le pouvoir a décidé d'en finir avec le Hirak pacifique. Selon l'organisation, 1 millier d'interpellations ont eu lieu en Algérie, dont celle de chefs de partis d'opposition lors des manifestations de vendredi. Les personnes relâchées doivent s'engager à ne plus participer au rassemblement du Hirak. À l'approche des élections législatives anticipées du 12 juin, le régime, épinglé par l'ONU et l'Union européenne sur la situation des droits de l'homme, paraît déterminé à saper le Hirak, ciblant militants, opposants et journalistes indépendants. Amnesty International a appelé les autorités à abandonner les fausses accusations portées contre les défenseurs des droits humains, Kadour Chouicha, Jamila Loukil et Saïd Boudour, à la veille d'une audience judiciaire dans le nord-ouest du pays. La Russie a livré une cargaison d'armes légères à la Centrafrique après en avoir informé l'ONU. L'organisation impose un embargo sur les armes à ce pays déchiré par la guerre civile. Reportage. La Russie a livré à titre gratuit la 3e cargaison des armes légères à la République centrafricaine. Ce sont des armes légères, c'est-à-dire armes automatiques, mitrailleuses, fusils de précision, pistolets lance-roquettes, grenades et munitions, dont 5000 fusils d'assaut AK-47, a annoncé Vladimir Titerenko, l'ambassadeur de Russie en Centrafrique, dans un communiqué. Il a expliqué que l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU n'était pas nécessaire pour effectuer un transfert d'armes légères, il ne fallait que le notifier.
L'embargo sur les armes a été imposé en 2013 après qu'une coalition de groupes armés a renversé le régime du président François Bozizé et plongé le pays dans la guerre civile. La Russie, qui mène depuis 2018 une offensive diplomatique dans cette ancienne colonie française, a obtenu du Conseil de sécurité des Nations Unies un assouplissement de l'embargo en octobre après un premier allègement en 2019 qui permettait la fourniture d'armes de calibre inférieur à 14,5 mm. En octobre, la Russie avait livré à l'armée centrafricaine une dizaine de blindés. En décembre, une coalition de groupes armés a tenté de perturber l'élection présidentielle et renverser le régime du président Faustin-Archange Touadéra, mais elle s'est heurtée aux 12 000 casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique, ainsi qu'à plusieurs centaines de paramilitaires russes et de soldats rwandais venus au secours d'une armée centrafricaine démunie. Touadéra a été réélu. Depuis 2018, des instructeurs militaires russes entraînent des forces armées centrafricaines et assurent la garde rapprochée du président. La marine tunisienne a secouru lundi plus de 100 migrants qui tentaient de rallier l'Italie clandestinement depuis la Libye et se trouvaient en difficulté au large de l'île de Djerba, a indiqué le ministère de la Défense. Précision. La marine tunisienne a identifié un bateau sur le point de couler à environ 40 km au large des côtes du sud du pays, a précisé un ministère dans un communiqué. Il transportait notamment 46 passagers originaires du Bangladesh, 29 Soudanais, 22 Érythréens, 11 Égyptiens, âgés de 15 à 38 ans. Les passagers qui ont indiqué être partis dimanche soir du port libyen de Zouara ont été ramenés à terre à moins de 150 km de là, de l'autre côté de la frontière, au port de Zarzis. Un bateau également parti de Zouara a été retrouvé jeudi avec 2 survivantes nigériennes, selon qui les 17 autres passagers étaient portés disparus, probablement noyés d'après l'Organisation internationale des migrations. La Tunisie porte régulièrement secours à des migrants partis de Libye voisine, ayant fait naufrage en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus meurtrières selon les Nations Unies. Les départs clandestins de Tunisiens et de ressortissants d'Afrique subsaharienne depuis le pays ont atteint un pic inédit depuis 2011, le pays étant englué dans des luttes de pouvoir politique et des difficultés économiques accentuées par la pandémie. Mardi à Lisbonne, au Portugal, le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechichi a réitéré l'opposition de son pays à la mise en place sur son territoire de centres d'accueil pour les migrants cherchant à rallier l'Europe, comme il en existe dans plusieurs autres pays tiers. La ministre italienne de l'Intérieur est attendue à Tunis le 20 mai prochain avec la commissaire européenne pour discuter d'aide et de rapatriement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.